Cet après-midi, je vous raconte une plume à qui certains ont voulu couper les ailes, ou la véritable histoire de Violette Leduc, l'écrivaine censurée. En quoi la plume de Violette Leduc était-elle subversive ? Pourquoi a-t-elle été censurée et par qui ? Pourquoi faut-il aujourd'hui lire Ravage, près de 70 ans après sa première publication ? Un assassinat. C'est le mot que Violette Leduc emploie pour qualifier le couperet qui s'abat sur elle lorsque la maison Gallimard publie Ravage en 1955. Jugé obscène, son livre apparaît amputé de ses 150 premières pages et de plusieurs passages clés. La censure a fait tomber ma maison du bout des doigts, diagnostiquera l'écrivaine encore meurtrie des années plus tard dans La chasse à l'amour. Je ne guérirai pas de notre amputation, pressant celle qui, au bord du gouffre, va effectuer 2 séjours en clinique pour soigner ses tendances paranoïaques. Continuer d'écrire après un pareil refus, je ne peux pas. Des moignons sortent de ma peau à chaque instant. Que pouvaient bien contenir ces pages pour que son auteur se déclare à jamais inguérissable et détruite au plus profond d'elle-même ? Des cochonneries si l'on se fie à sa maison d'édition qui l'oblige à des coupes drastiques. De l'amour, des découvertes si l'on écoute Violette elle-même. Mais au mi-temps des années 1950, cet amour-là n'est pas accepté. Il est même parfois considéré comme sale. C'est l'amour de 2 femmes, Thérèse et Isabelle, la montée du plaisir des pieds vers les jambes jusque dans la fournaise du sexe et tous les fluides qui accompagnent la jouissance. Violette Leduc appelle donc une chatte et c'est bien ce qui dérange. D'ailleurs, elle en a conscience. L'érotisme en ce temps-là effrayait, écrit-elle, toujours dans La chasse à l'amour. Mais la subversion de l'écrivaine ne s'arrête pas là. À côté de l'amour lesbien qu'elle décrit par le menu, Violette Leduc ose, dans les pages censurées de Ravage, mettre des mots sur le viol et sur l'avortement tardif, 2 tabous bien ancrés dans la France hétéropatriarcale des années 50. Voilà pourquoi, comme elle l'analyse elle-même, la société se dresse avant que son livre ne paraisse. Qui est donc cet auteur qui ose dire tout ce que la société française des années 50 étouffe ? Et pourquoi Violette Leduc est-elle censurée ? Alors que la même année, en 1954, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et Histoire d'eau de Pauline Réage, 2 livres de femmes jugés scandaleux, sont publiés. C'est que Violette Leduc dérange plus que les autres. Elle est cette femme laide, au style trop cru, que Simone de Beauvoir prend sous son aile en édulcorant ses manuscrits. Elle est cette écrivaine de littérature lesbienne asphyxiée par la morale et les convenances. Elle est l'affamée du désir féminin, la bâtarde, celle dont les seuls titres de ses livres résument une existence ravagée. La censure, c'est majuscule, aurait-elle tout zigouillé, comme elle le déplore encore dans La chasse à l'amour ? Gageons de faire parler ici les pointillés de son œuvre et de rendre visible toute la singularité de cette écrivaine majeure du XXe siècle. Avant de raconter l'écrivaine gangrénée par la censure, revenons sur ce qui a pu faire d'elle un objet de scandale. Sa bâtardise, sa sexualité et son penchant assumé à dépasser les bornes. Violette Leduc, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas écrit ? J'aurais végété. En faisant n'importe quoi. J'étais mal partie, vous savez. J'ai raconté dans La Bâtarde que j'étais fille de course, standardiste ratée, secrétaire boiteuse, si je puis dire, sur la machine. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas. Vraiment, je ne me vois pas. Peut-être femme de ménage. Si dans cette interview donnée en 1970, Violette Leduc s'imagine au crépuscule de sa vie femme de ménage plutôt qu'écrivaine, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, c'est qu'il subsiste encore chez elle le sentiment d'être une bâtarde. Née en 1907 des libertés prises par le bourgeois protestant André de Barral sur Berthe Leduc, sa femme de chambre, Violette Leduc est donc née bâtarde. Comme elle le raconte dans son livre du même nom, elle est le fruit de la fuite et du mensonge, le produit du schéma hélas classique de la bonne engrossée par le fils du patron. Sur son acte de naissance, la case vide du nom du père est une béance et une forme de censure originelle qui scellera sa vocation d'écrivain. Car de sa bâtardise, Violette Leduc tire tous les fils de sa vie, à commencer par son rapport aux hommes. Élevée à Valenciennes par une mère qui, ce sont les premiers mots de l'asphyxie,
ne lui a jamais tenu la main. L'enfant qui se trouve aussi laide qu'une limace sous son fumier grandit dans la pauvreté, la solitude, avec la misandrie maternelle. À l'image de ce père qui l'a abandonné à la naissance, Violette intègre que l'homme est une menace, qui apporte la pire des damnations, la grossesse. Et aussi peu aimante soit-elle, Berthe, qui a été victime d'un homme, ne veut pas voir sa fille, victime à son tour. C'est donc assez naturellement que Violette accepte à l'adolescence son amour pour les femmes. Si sa laideur crasse la pousse à se comparer à un tampon Gex, notamment à cause de ses cheveux crépus et paillasses, Violette séduit. Pendant ses années de pensionnat à Douai, elle vit 2 passions amoureuses ardentes avec une camarade, Isabelle, et une surveillante, Denise. Des amours interdites qui lui vaudront de se faire renvoyer de l'établissement. Dans le train qui la conduit à Paris pour retrouver sa mère, Violette se tourmente. Consciente du péché sexuel qu'elle a commis et avoué, elle s'attend à un énième interrogatoire. Mais Berthe, sur le quai de la gare, ne l'attend pas avec le savon tant redouté, non. Elle reçoit le compliment de sa fille qui la trouve chic ce jour-là et ne lui parle ni de son renvoi, ni du scandale. À son arrivée à Paris, après un passage éclair au lycée Racine où elle peaufine son statut de cancre en échouant au bac, Violette Leduc s'installe avec Denise et devient écoutière chez Plon. En 1938, alors qu'elle est standardiste dans une boîte de production de scénarios, un homme se présente à elle et lui demande « Oh mademoiselle, que pensez-vous de l'amour ?» Réponse de l'intéressé « Oh, beaucoup de bien et beaucoup de mal, monsieur. » Ce monsieur, c'est Maurice Sachs, un écrivain aventurier homosexuel dont elle tombe éperdument amoureuse. Car l'amour chez Violette n'a pas de sexe. Il est peut-être encore plus fort quand il est impossible ou interdit. Aussi, le fait d'aller vers un homme homosexuel n'est pas anodin au regard de l'éducation qu'elle a reçue. Pour elle, l'amour avec un homme homosexuel est sûr, car il ne peut aboutir à mettre au monde un enfant et donc à répéter le schéma qu'elle a subi. Les homosexuels ont une prévenance envers vous, ils peuvent être très affectueux et en même temps, ils ont des bouffées de chaleur sexuelle envers les femmes. Avec eux, j'avais tout d'un homme et en même temps, je n'avais pas cette damnation, cet apocalypse. Je ne risquais rien, confie-t-elle en 1970 dans le reportage télévisé dont on a écouté un extrait. Avec Maurice Sachs, qui l'initie au trafic du marché noir, Violette Leduc partage aussi l'exode vers la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle l'admire autant qu'il l'encourage à prendre sa vie comme premier matériau d'écriture. C'est lui qui lui met, sont ces mots, un porte-plume entre les mains. Dictate d'une époque où, penchant masochiste, Violette Leduc fréquente également des hétérosexuels. Chronique d'un échec annoncé, elle en épouse même un certain Jacques Mercier, dont elle avorte au bout de 5 mois et demi de grossesse, elle qui avait fait une tentative de suicide avant même d'être enceinte. C'est une femme qui, à la suite de ses errances, va la remettre dans le droit chemin littéraire et lesbien. Une femme de lettres, autrice qui l'a éblouie avec son roman L'invité et à qui elle va faire lire le manuscrit de son premier livre. Elle s'appelle S2B pour les intimes comme Violette. Vous l'aurez peut-être connue, Simone de Beauvoir, oui. Celle qui va faire éclore Violette Leduc en tant qu'écrivaine, jouant une partition ambiguë à la fois celle de muse, de mécène, mais aussi de correctrice, voire même de censeuse, si vous me permettez ce néologisme. Oui, la rencontre d'une pygmalionne, mais aussi d'une correctrice, donc assez dirigiste, bien consciente des mentalités et des blocages de son temps. Nous sommes en février 1945, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, au lendemain de la libération de Paris. Un dimanche matin, Violette Leduc s'assoit au Café de Flore, repère de l'intelligentsia parisienne. Toute fashionista qu'elle est, n'oublions pas qu'elle a commencé à écrire en prodiguant des conseils beauté dans l'hebdomadaire féminin Pour elle, Violette se pavane dans une robe bruyère et des chaussures gazales. Devant elle, à droite, Sartre écrit, sa pipe vissée entre les lèvres. À gauche, celle qu'elle appellera Madame, devant le respect qu'elle impose, Simone de Beauvoir. Violette remarque qu'ils écrivent l'un et l'autre sans rature, que lorsqu'elle se retrouve face à ce créateur et cette créatrice au travail, elle devient inexistante. Elle se dit alors à elle-même, si moi je n'écris pas au moins, j'aurais vu une femme écrivain, une vraie. De cette rencontre fortuite, sa vie va s'en trouver bouleversée, non seulement parce que le duc se prend pour Beauvoir d'une folle passion amoureuse, mais aussi parce que Beauvoir a lu et aimé son manuscrit de l'asphyxie. Elle le trouve limpide et secret, provoquant, captivant. Là, Violette vit, ce sont ses mots,
un moment de féerie littéraire, le seul d'ailleurs à s'y dire de toute son existence. La suite a les atours d'un conte de fées, non pas romantique, mais littéraire. Simone transmet le manuscrit à Albert Camus, qui dirige alors la collection Espoir de Gallimard. Et Consécration, 3 extraits de son livre sont publiés dans les temps modernes, la prestigieuse revue tenue par le couple Sartre-Beauvoir. Violette Leduc est soulevée de terre. Mais Simone de Beauvoir n'est pas seulement la sage-femme de ce bizarre génie littéraire. Elle est aussi, je le disais, sa correctrice, celle qui remanie son premier roman avec sa paire de ciseaux pour le rendre publiable. L'Oiseau-le-Duc se frotte aussi à l'écrivain Jean Genet, qu'elle trouve encore plus beau que Rimbaud, ou à l'industriel et collectionneur Jacques Guérin, bâtard comme elle, qui deviendra son mécène littéraire. Violette, quant à elle, devient une écrivaine pour écrivain, une légitimation qui ne semble pas avoir d'effet sur celle qui se qualifie de zéro magnifique. Son complexe d'infériorité littéraire est désarmant. Elle dit qu'elle n'a pas de vocabulaire, qu'elle est très très limitée, comme si finalement sa faible maîtrise du langage la censurait. Les mots, le duc les trouve pourtant inspirés par sa passion dévorante, et pourtant non réciproque pour Beauvoir. Ça donnera l'un des plus grands chants d'amour jamais écrits, L'affamée, en 1948. Si celle qu'elle appelle Madame ou S de B ne peut que réfréner son feu amoureux, elle continue à la marrainer sur le plan littéraire et personnel. Beauvoir lui verse même une pension mensuelle à partir de 1949 pour la soutenir dans son effort littéraire. « Reprenez-vous, raisonnez-vous, travaillez-vous », lui répète-t-elle inlassablement. Ce coaching se double d'un soutien psychologique. Simone de Beauvoir jouant parfois les infirmières en s'inquiétant de la santé mentale de sa petite protégée. Convaincue que la marche lui ferait du bien, elle lui trace au stylo bic un itinéraire sur les routes des Cévennes et du Midi. Violette suit ses conseils à la lettre et racontera ses pérégrinations dans Trésors à prendre, un récit de voyage où elle voit même apparaître l'être aimé dans la cathédrale d'Albi. Simone beauvoirise Violette, et la publication de Ravages va bientôt en offrir la plus grande illustration. Mais pour cet ouvrage, les coupes en amont de Simone ne suffisent pas. En 1954, Raymond Queneau et Jacques Le Marchand refusent Ravages, demandant des coupes à l'auteur, dont la première partie consacrée à l'amour torride entre Thérèse et Isabelle. Devant cette guillotine éditoriale, Violette tente de proposer son manuscrit à d'autres éditeurs. Au stupeur, les coupes demandées sont encore plus importantes. Alors Violette se résigne à l'amputation et Ravages est publié chez Gallimard dans sa version édulcorée. Un véritable avortement pour celle qui considère ses œuvres comme ses enfants, qui se double d'ailleurs d'un échec commercial. Violette Leduc sombre alors dans la folie. Elle sera internée à 2 reprises, palliant la solitude de ses séjours à la clinique par la compagnie de petits moutons en peluche pour enfants de 6 mois. Les ravages de la censure, sans doute, qu'elle va tenter de contourner pour devenir, 18 ans après ses débuts, une écrivaine à succès. La Bâtarde, c'est le titre de son livre. La Bâtarde, un succès tardif que l'écrivain doit peut-être à son retrait en Provence. En 1961, Violette Leduc découvre par le biais d'une amie le petit village de Faucon dans le Vaucluse. Immédiatement, elle perçoit dans ce nid de pierre un refuge. En voyant la grande maison où elle s'installera bientôt définitivement, Violette se dit qu'elle sera mieux dans cette prison qu'enfermée dans son petit mouchoir de poche parisien, niché au 6e étage, qu'elle juge trop près du ciel et trop loin de la terre. C'est face au Mont Ventoux, devant ce paysage aride, que l'écrivaine renaît de ses cendres. Dans la tranquillité des rues étroites de Faucon, le duc se sent maître de son temps. Ici, elle parvient à rassembler les morceaux épars de sa vie avec l'intensité de sa mémoire. La Bâtarde peut alors éclore. Ces journées fauconnaises sont réglées comme du papier à musique. Tous les jours, de 9h à 18h, Violette Leduc s'élance dans les collines alentours. C'est une discipline à laquelle elle s'adonne coûte que coûte. Un panier provençal à la main, suivant presque toujours le même chemin, vers une mystérieuse Vierge noire, la Vierge Notre-Dame du Bon Secours, sous le regard de laquelle elle se raconte inlassablement. Parfois, Violette prend la plume dehors, en pleine nature. Elle écrit comme son dieu Van Gogh peint, à l'air libre, souvent dans la forêt. Ça contraste avec ses débuts à Paris lorsqu'elle écrivait dans un petit réduit sans air ni lumière, au-dessus des poubelles. Toujours chapeautée par Simone de Beauvoir, avec qui elle échange d'innombrables lettres, le duc fait couler son encre violette, ou peut-être bleue.
Les cahiers de la bâtarde permettent d'attester une autocensure de l'autrice. Aussi, l'interventionnisme de Beauvoir va jusqu'à lui imposer de changer le titre de son manuscrit. Plutôt que la cage, qui symbolise bien le musellement de l'écrivaine, Simone lui suggère celui plus percutant sans doute, de la bâtarde. Pas étonnant que Beauvoir, au bout du compte, juge le résultat meilleur que Ravage. Violette n'est évidemment pas du même avis. Ses concessions permettent la parution, sans coupe officielle, de la bâtarde en 1964. Préfacée par Beauvoir, cette autobiographie conquiert un large public. Après 5 romans trop dérangeants pour la société corsetée de l'après-guerre, Violette Leduc obtient enfin la reconnaissance et frôle même le prix Goncourt. Cet envol littéraire s'accompagne aussi de son indépendance financière. Sa pension mensuelle est à présent versée sur ses propres fonds et elle peut même rembourser Simone de Beauvoir afin qu'elle soit sur un pied d'égalité. L'argent compte beaucoup pour celle qui a toujours eu peur d'en manquer. Cette maniaque des billets les range dans une petite enveloppe rectangulaire qu'elle coud avec beaucoup de précaution, puis qu'elle place sur son serre-jartel lorsqu'elle voyage. À 57 ans, Violette Leduc devient une star de la littérature business. Ça la gêne et en même temps, ça lui plaît. Avec ses mini-jupes, sa perruque et son boa, elle mène par intermittence une vie mondaine, troquant le calme provençal pour l'agitation parisienne. Elle n'hésite pas à se montrer partout dans des boîtes à la mode, dans des tenues extravagantes. Après tant de privations, c'est naturel qu'elle ait envie de faire la fofolle. Cette réussite lui offre, en 1966, la possibilité de publier Thérèse et Isabelle, l'histoire d'amour saphique qui a été évincée de Ravage. Mais une fois de plus, Violette Leduc se heurte à la censure. On lui demande de ternir la fin de son histoire, comme si l'amour entre deux femmes ne pouvait avoir qu'une issue tragique. Où perche-t-elle la censure? Quels sont ses tics, ses manies, fulmine Violette dans La chasse à l'amour. Elle se perche sur les manteaux de cheminée des familles françaises, écrit le docteur en littérature et histoire du genre Alexandre Antolin, qui est notre invité cet après-midi, et qui juge que la censure subie par Violette Leduc fut systémique. Ses tics et ses manies sont pour lui celles de la morale et de la bienséance. En 1970, Violette Leduc publie La folie en tête que Simone de Beauvoir a auparavant fortement censurée, tant certains passages lui semblaient emphatiques et impudiques. Interviewée à la télévision dans l'émission Variance pour la sortie de son livre, Violette se rebiffe. L'impudeur, c'est l'hypocrisie, c'est la dérobade. Ce qui est dit avec audace, mais avec tact et avec franchise, n'est jamais impudique. Violette Leduc meurt d'un cancer en 1972 à Faucon, dans sa Provence chérie à l'âge de 65 ans. C'est encore Beauvoir, devenue son exécutrice testamentaire, qui se charge de préparer La chasse à l'amour, son dernier manuscrit, en supprimant, comme elle l'explique dans sa préface, quelques passages qui lui ont paru alourdir inutilement son texte. C'est seulement après sa mort que le Faucon Leduc va enfin pouvoir sortir de sa cage, quand la société sera prête à recevoir tous ses mots et à entendre sa voix. Sa voix, écoutons-la. Est-ce que vous pensez que maintenant, on peut plus facilement dire ce qu'on veut, ce qu'on pense que dans les époques passées? Oui, on le pouvait, mais on n'osait pas. Maintenant, certains ont osé et on va continuer. Mais il ne faudrait quand même pas que l'érotisme devienne un gâchis. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de devenir. On le met à toutes les sauces et à des mauvaises sauces. Qu'est-ce que vous pensez? L'érotisme, c'est sacré. Aujourd'hui, plus de 60 ans après sa parution initiale, Ravage, le livre de Violette Leduc, celui qui contient tous les autres, est publié dans sa version intégrale chez Gallimard, son éditeur historique. Les pointillés sont enfin remplacés par les mots crus, ou seulement justes, que l'auteur a utilisés pour décrire le sexe lesbien, le plaisir et certaines violences sexuelles. Quelle tête aurait fait Violette Leduc avec ses petits yeux éclatants de malice et d'intelligence en apprenant cette nouvelle? Quel sentiment aurait élu en franchissant la porte de la librairie parisienne Violette & Co, baptisée ainsi en son honneur, et où son ouvrage, débarrassé de la censure, figure en tête de gondole? Nul ne le sait. D'ailleurs, Violette Leduc nourrit une trop grande détestation d'elle-même pour se penser moderne ou visionnaire. Mais peut-être se serait-elle remémoré la parole de son mentor littéraire, Simone de Beauvoir, qui après la censure de Ravage et l'éviction de l'épisode tragique de son avortement, l'avait encouragée à reprendre la plume en lui disant « Vous rendrez service à bien des femmes ». Ces femmes à qui Violette Leduc a rendu service, c'est toute cette communauté de lectrices qui, à la simple évocation de son nom, vivent le même engouement, la même passion, le même
processus d'identification. Parmi elles, on compte Annie Ernaux, Nina Bouraoui ou Virginie Despentes. Cette dernière, dans son manifeste King Kong Theory, parle de Thérèse et Isabelle comme d'un texte magistral, en ajoutant ces mots « Moi je suis de ce sexe-là, celui qui doit se taire, qu'on fait taire, et qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche, sinon c'est l'effacement. » Alors pour éviter l'effacement, lisons Violette Leduc dans la version non censurée qu'il nous est permis aujourd'hui de lire. Ça rendra des services à bien des femmes et peut-être aussi à bien des hommes. Europe 1, historiquement vôtre. Alexandre Antolin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Les éditions Gallimard viennent donc de publier la version non censurée de Ravage, 69 ans après une première publication tronquée. En quoi ce texte est-il aussi actuel et résonne-t-il aujourd'hui ? Ravage est extrêmement contemporain et Violette Leduc a de multiples échos avec notre époque et notamment avec tout ce qui est les combats MeToo, puisque à la fois elle va raconter les violences sexistes et sexuelles en écrivant son viol, mais aussi les violences médicales qui ont été dénoncées il y a quelques années lorsqu'elle va parler de son avortement tardif. Il y a aussi au niveau des normes de genre où elle est extrêmement contemporaine puisque elle détruit toutes les dichotomies, elle va brouiller les frontières, que ce soit lesbien, hétérosexuel, masculin, féminin. Et elle montre par là que tout cela n'est qu'une construction. Il y a aussi enfin son regard, qu'on pourrait qualifier de female gaze, si on reprend les mots d'Iris Bray. Alexandre Antolin, revenons sur le contexte dans lequel se trouve le monde de l'édition lorsque paraît la version censurée de Ravage de Violette Leduc en 1954. À l'époque, la censure éditoriale est un procédé fréquent. Est-ce qu'il y a des lois de censure toujours en vigueur en France ? Oui, oui, il y a la censure militaire, mais il y a aussi la loi de 1939 qui a condamné J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Mais en 1949, il y a une nouvelle loi qui est créée puisque on a une arrivée massive de comics états-uniens, par exemple Tarzan, qui effraie les cartels d'action morale et sociale. Et pour contrer toutes ces publications, cette loi est votée et cette nouvelle commission de censure est établie. Elle est destinée uniquement aux publications qui visent l'adolescence et la jeunesse. Le problème est que elle concerne toutes les publications qui peuvent tomber entre leurs mains, toutes les mains de mineurs, sachant que l'on est mineur jusque 21 ans. De là, tout le monde est concerné et le monde éditorial, traumatisé par les procès d'épuration, ne veulent pas faire de faux pas et ne savent pas comment cette loi fonctionne. À partir de là, ils prennent le principe de précaution d'autocensure pour éviter des procès onéreux. Oui, parce que dans le cas de Ravage en 1954, on parle bien de censure éditoriale qui s'exerce au sein même de la maison d'édition, avant même l'intervention d'un censeur officiel. Comment expliquer cette censure alors qu'en 1954, d'autres livres à la portée scandaleuse paraissent, comme Bonjour Tristesse de Françoise Sagan ? Qu'est-ce qu'il distingue de Ravage ? C'est vraiment l'écriture de Violette Leduc avec son réalisme poétique, comme vous l'expliquez dans le récit. Sa quête est de transcrire la sensation exacte. Elle ne va pas chercher à plaire à un regard masculin. On le voit dans Les Nuits avec Isabelle, où elle va parler des tâtonnements, des maladresses. Et on est loin d'une lecture libidineuse à une main qui pourrait plaire à ces messieurs. Ce qui la distingue aussi de Françoise Sagan et de la littérature lesbienne de la période, c'est la fin de Ravage. Thérèse se dit que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais elle garde foi en l'avenir. De là, Violette Leduc délivre un message d'espoir, là où Sagan conclut avec une héroïne tourmentée par les remords. Dans l'après-guerre, Ravage aurait été le premier roman d'un vécu d'une personne non hétérosexuelle sans condamnation finale. Dans Ravage, Violette Leduc décrit sans extravagance le quotidien entre deux femmes. Si finalement, dans cette simplicité, qui aujourd'hui nous paraît naturelle, j'allais dire, que Leduc se montre éminemment subversive. Oui, oui, elle reprend les propos de Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Je la cite: admettons, dans l'intimité de notre propre compagnie, que ce sont là des choses qui, parfois, arrivent. Des femmes, parfois, aiment des femmes. Le duc montre que le couple lesbien partage les mêmes préoccupations qu'un couple hétéro: désherber le jardin, prendre un apéritif et raconter sa journée de travail. Comment sont dépeintes en général les histoires d'amour lesbiennes dans la littérature de l'époque ? Tragiquement, hélas, Oui, les couples... il faut que ça finisse mal, c'est ça ? Voilà, il faut absolument qu'on ne puisse pas se projeter en fait dans un vécu en couple homosexuel, qu'il soit gay ou lesbien. Les couples lesbiens peuvent s'aimer dans un espace clos.
les chambres ou bien dans des espaces qui sont loin du quotidien comme les vacances. Elles arrivent à s'épanouir dans ce tiers-espace, mais une fois que l'idylle tente de se réinscrire dans la société patriarcale, on pourrait même dire la société hétérosexuelle pour reprendre les mots de Monique Wittig, le drame arrive, rupture, séparation forcée, décès foudroyant, voire meurtre conjugal. Les exceptions sont rarissimes et publiées bien plus tard. On peut citer à ce titre Nella Nobili. Mhm. Dans quelle mesure les coupes effectuées par la maison Gallimard, avant parution du premier Ravage, modifient-elles la portée et le sens de Ravage? Est-ce que, je comprends que pour elle ce soit important, mais est-ce que pour le lecteur ça l'était autant? C'est extrêmement important puisque le projet Le Dutien est complètement dévoyé. Avec les coupes effectuées par Gallimard, on a un basculement du côté de l'hétérosexualité, puisque Violette Leduc ne hiérarchise pas ses amours. Vous le disiez à nouveau dans le récit, on a une sorte de continuum, que ce soit avec ses amours masculines ou ses amours lesbiennes. Et elle fait aussi un continuum en tressant les amours passées, présentes et futures. Initialement, donc, le roman débutait avec l'émoi lesbo-érotique pour son institutrice, puis Mm. Isabelle, ensuite la vie avec Cécile, Marc apparaissait, un triangle se formait, et arrivait la vie conjugale avec Marc, puis la solitude qui était choisie, montrant son indépendance affective. Le récit qui est publié et qui maintenant, bon, la version réparée existe, mais la version qui paraît en 1955 commence par la rencontre avec Marc, fait ensuite le triangle amoureux Marc, Cécile, Thérèse, puis se termine avec Marc. À partir de là, on voit que l'entreprise Le Ducienne est quelque peu dévoyée. Mhm. Alexandre Antolin, Violette Leduc vivra cette censure éditoriale comme un assassinat. Assassinat qui va déterminer la suite de son travail littéraire, puisqu'elle va elle-même, vous l'expliquer, elle va s'auto-censurer. Oui, le principal matériau d'écriture de Violette Leduc est sa vie. Or, on constate après la censure de Ravage que pendant 5 ans, elle ne va écrire aucun récit autobiographique. Il y a effectivement Trésors à prendre, mais qui sont d'anciens cahiers qu'elle avait écrits durant la pause de Ravage. Et il lui faut le soutien inconditionnel de Simone de Beauvoir pour se remettre à l'entreprise de la bâtarde. Et dans ce premier volet autobiographique, elle tente de remettre l'épisode du pensionnat, d'en faire une version nouvelle, mais elle n'y arrive pas, donc elle reprend la version de Ravage, sauf que en analysant les manuscrits, on constate qu'elle ternit cette relation, elle y inclut des disputes, l'idylle n'est plus parfaite. Au final, on voit la déliquescence de cette passion, là où la séparation forcée dans Ravage cristallisait le mythe d'Isabelle. Mhm. Cette censure-là, à ce moment-là, elle vient d'elle, euh, en partie de la maison d'édition, certes, mais aussi, et je l'ai raconté dans le récit en filigrane, de Simone de Beauvoir. Beauvoir, elle a certes aidé le duc, mais elle coupait des pans entiers de son manuscrit. Donc elle a aussi pu desservir l'œuvre de le duc. Alors, dans une lettre à Beauvoir, le duc dit J'ai un lecteur pour chaque livre qui vaut 10 000, 100 000 lecteurs, c'est vous. En analysant les manuscrits, on voit que les coupes de Beauvoir concernent surtout des longueurs de le duc. Parfois, elle enlève la poésie, comme le disait Catherine Violet, mais le duc affirmait Mon amour pour vous, c'est l'ordre en moi. Beauvoir met donc de l'ordre dans les manuscrits le Dutien. Et il faut rappeler que sans le marrainage de Beauvoir, point d'asphyxie, ni d'œuvre post-ravage, ni l'œuvre posthume de la chasse à l'amour. Cependant, il faut tout de même garder un regard critique sur le rôle d'éditrice de Beauvoir, mais je ne pense pas qu'elle ait desservi l'œuvre de Leduc. Vous l'avez rappelé à l'instant encore, Alexandre Antolin, l'œuvre de Violette Leduc est largement autobiographique. On la qualifie volontiers de pionnière de l'autofiction. Comment définir ce genre et qu'est-ce que l'autofiction doit à l'œuvre de Leduc? Oui, donc le terme d'autofiction date de 1977, donc après la mort de Leduc, et il vient du chercheur romancier Serge Dubrovsky. Chez Leduc, le meilleur exemple d'autofiction est Ravage, puisque tout ce qu'elle raconte est arrivé. Isabelle, Cécile et Marc correspondent à Isabelle Prévost, Denis Sergès et Jacques Mercier. De même, Thérèse est le prénom à l'état civil de Leduc. L'autofiction, à partir de là, lui permet de prendre des libertés sans trahir la réalité. Par exemple, de faire durer la relation entre Isabelle et Thérèse 3 nuits au lieu d'une année scolaire. La meilleure représentante, on pourrait dire de nos jours, de l'autofiction est par exemple Amélie Nothomb. Alexandre Antolin, Ravage vient donc de paraître dans sa version intégrale à laquelle vous avez largement contribué. Comment vous avez procédé pour reconstituer l'ouvrage?
originelle? Comment vous avez rassemblé les différents fragments d'un texte qui avait été tronqué en 1954, pardon? Alors, c'est un long travail de moine copiste et de diplomate. En 2015, je faisais un stage dans l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui conserve le fonds Violette-le-Duc, et la fille adoptive de Beauvoir a effectué un versement. Le directeur littéraire de l'Institut m'a demandé d'authentifier et j'ai pu reconnaître les 16 cahiers de Ravage, ce qui permettait pour la première fois de découvrir l'architecture narrative voulue par le duc et aussi de découvrir ce que cachaient les pointillés de la censure. À partir de là, ça a été une longue quête pour retrouver les différents avant-textes, dont une partie se trouvait chez le biographe de Violette-le-Duc, des liasses mi-manuscrites, mi-dactylographiées, et aussi un tapuscrit de Thérèse et Isabelle que Violette-le-Duc avait offert à Jean Cocteau et qui est à la bibliothèque historique de la ville de Paris. À partir de là, tout était à reconstituer et la chance est que le duc travaillant de manière collaborative, elle laissait beaucoup d'indications. Mmh. Alors, la couverture de cette nouvelle édition est intégralement violette, tout comme l'encre utilisée pour repérer au fil des pages, eh bien, les passages censurés en 54 qui sont donc miraculeusement réapparus. C'est pas un hasard, c'est la symbolique de cette couleur, n'est-ce pas? Elle s'appelait Oui, oui, tout à fait. Violette. Alors, ce n'est pas un fémage au prénom de Violette, c'est puisque le violet est une couleur lesbienne renvoyant à la fleur violette. René Vivien, poète des années 1900, reprend ce motif de Sappho, qui est une poète grecque antique, qui offrait des violettes à ses amantes. Et à travers ce motif, René Vivien rend aussi fémage à son amie d'enfance disparue, qui s'appelait Violette. Margot Gallimard m'a aussi confié que ce choix de l'encre violette est pour rendre hommage à l'essai que nous avons fait avec Aurore Turbio, Alex Lashkar, Camille Sler et Manon Berthier, qui s'appelle Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne de 1900 à nos jours. Et c'est drôle parce que beaucoup de lesbiennes s'appelaient Violette Réfusis avec Oui. Violette Maurice. Maurice, oui, c'est donc... À croire qu'elle s'était passé le mot. Pour terminer, Alexandre Antolin, il y a 70 ans, la société n'était pas prête à entendre la voix de Violette-le-Duc, cette femme qui décrivait avec force et vérité l'amour entre deux femmes, qui parlait avec force encore la condition des femmes à l'époque. Est-ce qu'à votre avis, la société est prête aujourd'hui à entendre cette voix? Elle n'a pas le choix. Ravage existe et maintenant il sera lu. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Antolin de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Violette-le-Duc. Je rappelle que la version augmentée et non censurée de Ravage vient de paraître aux éditions Gallimard, son éditeur originel qui fait donc amende honorable. Et votre thèse, une censure éditoriale, Ravage de Violette-le-Duc, est parue, elle, aux presses universitaires de Lyon. Merci à vous. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.